À tous. Moi, je vais vous parler du projet Enzyme Vivo. C'est un projet AMR sur lequel j'ai été postdoc pendant 2 ans, qui va encore continuer pendant 1 an, mais sans moi. Et ce projet, il est assez exotique par rapport aux thématiques de recherche de l'unité. C'est pour ça que je vais peut-être passer un peu plus de temps sur l'introduction pour expliquer le projet. Je vais aussi beaucoup parler de caroténoïdes dans ce projet, donc un rappel sur les caroténoïdes. C'est une famille de molécules, il y a plus de 1000 membres dans cette famille, qui ont tous le même squelette tétraterpène et qui ensuite ont des chimies un peu différentes sur les bords. Et toutes ces molécules, elles sont assez connues parce qu'elles sont, on les retrouve beaucoup dans les fruits, dans les fleurs, et elles donnent cette teinte orange ou rouge aux fruits. Les plus connus, c'est par exemple le bêta-carotène, le lycopène, qu'on trouve dans les tomates. Chez les plantes, elles ont des rôles, ces caroténoïdes ont des rôles déjà connus, de photoprotection, ce sont des précurseurs de phytohormones, et c'est aussi la couleur qui attire les insectes pollinisateurs dans les fleurs, ou les fruits qui attirent les mammifères qui les mangent, qui disséminent des graines. Il y a aussi quelques levures qui produisent naturellement des caroténoïdes, donc ce qu'on appelle les levures rouges ou les levures oranges. Et là, par contre, c'est pas pour les mêmes avantages, c'est beaucoup plus des histoires de photoprotection. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux caroténoïdes? Parce que les mammifères, nous, on n'arrive pas à les produire, et pourtant on en a besoin. C'est les précurseurs essentiels de la vitamine A, et ce sont aussi des antioxydants naturels. Et ça a déjà été montré que manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de caroténoïdes, c'est bon pour la santé. Donc comme c'est très important, les industries, bien sûr, sont très intéressées par les caroténoïdes. Les 3 habituels, pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Donc les cosmétiques parce que les bêta-carotènes, ça a des propriétés photoprotectives, donc dans les crèmes solaires. L'industrie pharmaceutique, parce qu'ils arrivent à vendre des compléments alimentaires qui ont des caroténoïdes à l'intérieur pour vous aider à vivre mieux. Et puis surtout l'industrie agroalimentaire, puisqu'ils peuvent utiliser tous ces magnifiques composants colorés pour colorer les aliments et les rendre beaucoup plus appétissants. C'est un peu comme les mammifères qui disséminent les graines, c'est pareil pour nous. Donc c'est très important économiquement les caroténoïdes. Et les moyens de les obtenir, donc il y a 3 façons. La plus simple, c'est simplement d'extraire les caroténoïdes des fruits. Mais bon, à ce moment-là, c'est des fruits qu'on produit qui ne vont pas être mangés, donc ça pose quand même certains problèmes. Ensuite, on peut les synthétiser chimiquement, tout à fait faisable. Mais comme c'est une famille de 1000 composés, pour certains composés qui ont des chimies très particulières, les rendements sont très peu importants. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, il y a une 3e voie de synthèse des caroténoïdes qui a été faite, et c'est en utilisant la production hétérologue, donc dans des organismes qui n'auraient jamais dû produire de caroténoïdes. Ça existe déjà chez les levures et chez les bactéries. Donc ici, un exemple chez la levure qu'on utilise tous, Saccharomyces cerevisiae. Donc Saccharomyces cerevisiae, elle n'en fait pas des caroténoïdes, elle s'arrête au GGPP, qu'elle utilise pour faire d'autres molécules diverses. Mais on s'est rendu compte qu'en introduisant uniquement 3 enzymes, CRTE, CRTB et CRTI, on arrive à la faire produire à partir de ce GGPP du lycopène. Et à la fin, on obtient ça. Donc ça, c'est vraiment des levures qu'on a laissé pousser avec du glucose. Et à la fin, voilà, ça ne ressemble pas du tout aux cultures qu'on a dans nos laboratoires parce qu'elles produisent énormément de lycopène, donc le composant essentiel des tomates. Donc ça, on sait le faire. Mais les rendements ne sont pas encore assez bons pour être utilisés d'un point de vue économique. Et donc, tout le rôle des gens qui font de la biologie synthétique, du genome editing et du genome engineering, c'est de modifier ces voies afin d'augmenter le rendement. C'est-à-dire changer les enzymes, prendre la meilleure enzyme d'un autre organisme, l'introduire et essayer de voir si on obtient à la fin plus de caroténoïdes dans le milieu. Et c'est dans ce cadre-là en fait, que le projet Enzyme Vivo vient se greffer, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre comment produire des caroténoïdes dans les levures, qui ne devraient pas en produire.
Alors, ce qui s'est passé pour le moment, c'est que on a introduit des enzymes dans les levures et on a dit on va prendre les meilleures enzymes pour chaque étape du pathway. Donc on connaît les constantes cinétiques des enzymes, on calcule les constantes en mettant des concentrations différentes de substrat, on mesure le produit, puis on obtient des superbes courbes comme celle-ci, qui suivent les lois de Michaelis-Menten, et on peut choisir les meilleures enzymes pour chaque pathway. Mais ça, ce genre de courbe, c'est l'idéal. C'est ce qui va se produire dans un tube à essai quand le milieu est bien dilué, qu'on a exactement ce qu'il faut. Et en fait, comme on le sait, une levure, une cellule, c'est pas du tout un tube à essai. Et ça ressemble plutôt à ça, en fait. Quand on compare, il y a tellement de macromolécules à l'intérieur du cytosol qu'en fait, les enzymes ne peuvent pas fonctionner comme elles fonctionneraient dans un tube à essai. Et on va avoir des comportements qui vont être complètement différents et qui vont présenter donc des optimums différents et qui vont faire que tous les beaux calculs qu'on avait faits en prenant en compte ces modèles ne vont pas être validés. Une deuxième chose aussi, c'est que quand on produit énormément de produits comme ça que la cellule n'aurait jamais dû produire, on ne sait pas du tout ce que ça va signifier pour elle. Est-ce que ça va la stresser? Est-ce que ça va la forcer à expulser cette molécule? Est-ce que ça va modifier tous les comportements à l'intérieur? Ça, en fait, les gens qui font de la biologie synthétique, ils ne s'intéressent pas trop à ça. Tout ce qui compte, c'est le rendement à la fin. Et donc, c'est pour ça que dans le projet, on s'est dit, on va s'intéresser à savoir produire toutes ces molécules, qu'est-ce que ça a comme impact sur la physiologie des levures. Donc voilà les deux questions qu'essaye de répondre, le projet Enzyme Vivo, en collaboration avec l'ISPB de Toulouse et aussi un laboratoire à Grenoble. Donc les deux questions principales, essayer d'avoir accès aux constantes cinétiques des enzymes impliquées dans ce pathway à l'intérieur de la cellule, et aussi étudier qu'est-ce que ça signifie pour la levure, d'un point de vue physiologique, de produire ces molécules exotiques. Voilà. Donc, six work packages, comme tout bon projet qui se respecte. Et nous, on est impliqués dans deux, et c'est ces deux-là pour lesquels je vais parler un peu plus. Donc, parce qu'à SPO, on a l'expertise dans la création de souches, dans la création d'intégration d'enzymes, création de souches, et aussi dans l'étude de la physiologie des levures par différentes méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dès le début? C'est créer la voie de synthèse des caroténoïdes chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Donc, comme je l'ai dit, en gris ici, on a le pathway original, la levure, elle va jusqu'au GGPP, et après, c'est terminé. Donc, on a fait quelques petites modifications, en modifiant certains enzymes en amont, en délétant d'autres. Ça, ce sont des modifications qui sont déjà connues et qui permettent d'améliorer un peu le flux. Et ensuite, on a intégré donc les trois enzymes. Enfin, le but du projet, c'est d'intégrer ces trois enzymes pour arriver à la fin jusqu'au bêta-carotène. Bon, au début, on s'est dit, on ne va pas pouvoir étudier toutes ces enzymes en même temps, donc on va se concentrer sur CRTB, qui est l'enzyme qui est responsable de la condensation de deux molécules de GGPP en phytorine. Et donc, on va essayer de calculer les constantes enzymatiques dans la cellule de cette enzyme. Alors, comment on va faire? On va faire comme dans une enzymologie classique. On va essayer de faire varier la concentration de substrat et de mesurer les concentrations de produits. Comment varier la concentration de substrat à l'intérieur d'une levure? C'est un peu plus compliqué que dans un tube. On s'est dit, on n'a qu'à varier la concentration de GGPP en variant la concentration de protéines qui va la produire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'enzyme qui produit le GGPP, CRTE, on essaye de faire varier sa concentration à l'intérieur de la cellule. Faire un set de souches qui ont des concentrations différentes de cette enzyme. Alors comment on va faire ça? En fait, en jouant sur le promoteur. On a eu un set de promoteurs, grâce à une collaboration, qui ont tous des forces différentes et qui vont donc entraîner la production de la protéine avec des quantités différentes. Ici, c'est la première étape. On a juste essayé de voir que nos promoteurs marchaient bien. On les a mis en amont d'une protéine fluorescente, c'est un gène reporter. Et on s'est bien rendu compte qu'en mettant les 12 promoteurs différents, on avait bien 12 quantités de protéines différentes à l'intérieur de la cellule. Et donc là, on est parti du principe que s'il y a 12 quantités d'enzymes différentes dans la cellule, on va avoir 12 niveaux de production différents du produit.
Donc, maintenant, je vais vous présenter rapidement les résultats qu'on a obtenus. Donc, ça, c'est pour rappel le pathway. Et pour dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié CRTE en mettant les 12 niveaux de production différents. Et comme on s'intéresse à CRTB, on a aussi mis 2 niveaux de production CRTB différents. Ça, c'est pour être sûr de ne pas être dans le mauvais range. Voilà les résultats. On a mesuré la concentration de GGPP dans les cellules. Donc, on voit bien cette gradation de la concentration en GGPP dans toutes les souches que j'ai créées. Et ensuite, on a mesuré la concentration de phytoN dans ces mêmes souches. Et en ayant accès aux produits et aux substrats de l'enzyme, on peut essayer de voir quel est le résultat au niveau de la cinétique enzymatique. Et on se rend compte que ça n'a pas du tout l'air d'un modèle classique Michaelis-Menten. Donc ça, en fait, c'est pour 2 niveaux d'expression de CRTB différents. On voit que le modèle qu'on arrive à avoir, il n'est pas du tout au point, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à avoir les constantes symétriques de cette enzyme. Donc ça, c'est un work package dont s'occupent beaucoup les gens de Toulouse, parce que c'est des gens qui sont très calés en enzymologie, et ils continuent d'essayer de trouver des solutions pour arriver à trouver un modèle qui permet de modéliser l'action de cette enzyme CRT. Donc moi, je vais parler un peu plus maintenant du deuxième aspect, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour la cellule de produire des caroténoïdes. Et donc là, je vais aussi m'intéresser juste à la production de phytoN, le premier des caroténoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire de produire du phytoN pour la cellule? Donc pour ça, j'ai choisi, parmi les 7 de souches que j'ai créées, j'en ai choisi que 5, qui produisent beaucoup de phytoN, peu de phytoN, beaucoup de GGPP, peu de GGPP. Et on a fait une analyse transcriptomique, c'est-à-dire voir quels sont les gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés quand la cellule produit telle ou telle molécule. On a fait une analyse protéomique, des analyses fluxomiques, et aussi on a mesuré les métabolites extracellulaires pour voir si la cellule expulse quelque chose quand elle produit du phytoN. Donc je vais vous présenter juste l'analyse transcriptomique. Premier résultat, quand la cellule accumule énormément de GGPP dans son cytosol, il ne se passe rien d'un point de vue transcriptomique. On ne voit aucune réponse, aucun gène up-régulé, aucun gène down-régulé. Ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. Et quand les levures produisent beaucoup de phytoN, par contre, on a quelques différences, mais très peu. Donc en tout, c'est 23 gènes qui bougent. Donc pour une analyse transcriptomique, 23 gènes qui bougent, c'est quasiment rien. Et on a 14 gènes qui sont up-régulés, donc qui sont surexprimés, et 9 gènes qui sont sous-exprimés. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi, par exemple, ces 14 gènes up-régulés, il y en a beaucoup qui sont de la même famille. Notamment ces 3-là, qui font tous partie de la bêta-oxydation des acides gras. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la production de caroténoïdes. On a aussi 2 gènes de la même famille qui font partie, qui s'occupent de régler la concentration en fer à l'intérieur des cellules. Et on a 7 gènes qui sont tous sous le contrôle d'un facteur de transcription qui s'appelle PIP2 ou AF1. Donc, le fait qu'il y ait très peu de gènes qui bougent, mais qu'ils soient tous dans des clusters comme ça, c'est vraiment très intéressant. On a aussi parmi les 9 gènes qui sont down-régulés, 2 gènes qui font partie de la même famille, qui sont des pyruvates des carboxylases, mais pas les majeurs, des mineurs. On a aussi beaucoup parmi les gènes qui restent, que je n'ai pas montré, beaucoup de protéines inconnues. Donc, comme son nom l'indique, on ne sait pas encore à quoi elles servent. Et c'est aussi des cibles intéressantes. Maintenant, on va essayer de voir un peu au niveau du métabolisme, est-ce qu'on peut relier tous ces gènes à la production de phytoN? Est-ce qu'il y a un sens biologique? Et il y en a un. Parce qu'en fait, il faut savoir que le GGPP et le phytoN que l'on crée, au tout début du pathway, c'était l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, c'est au carrefour de beaucoup de pathways dans la cellule. Et c'est notamment impliqué dans la bêta-oxydation des acides gras et c'est aussi directement fait grâce à l'action de pyruvate des carboxylases. Et notamment, la bêta-oxydation des acides gras, c'est l'un des seuls moyens pour la cellule de refaire son pool d'acétyl-CoA à l'intérieur du cytosol. Parce que tout l'acétyl-CoA qui est produit dans la mitochondrie, en fait, il reste dans la mitochondrie, il ne peut pas revenir dans le cytosol.
Et comment relier maintenant cette voie, par exemple, de la bêta-oxydation des acides gras avec les phytoènes? Mais en fait, il faut se rendre compte que cette voie de la bêta-oxydation, elle se produit à un moment dans la cellule, c'est quand elle n'a plus de carbone, ou quand elle n'a pas de carbone pour se nourrir, mais uniquement des acides gras. Un acide gras comme l'acide oléique. Ce qui se passe, c'est quand il n'y a plus de glucose, eh bien, la cellule a quand même besoin de produire son acétyl-CoA. Et ce qui se passe, c'est que l'acide oléique va pouvoir rentrer dans la cellule à travers la membrane, pas de problème, et il va se lier à PIP2-WAF1, qui est un facteur de transcription. Et c'est uniquement quand PIP2-WAF1 s'est lié à l'acide oléique, c'est du docking, que ça va activer la bêta-oxydation. Et la bêta-oxydation a tous les enzymes nécessaires pour dégrader l'acide oléique et l'utiliser comme source de carbone. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer de trouver un lien entre cette bêta-oxydation, qui est juste normalement surexprimée quand il n'y a pas de glucose et l'acide oléique, et les résultats que j'ai obtenus, où quand une cellule produit du phytoène, elle active cette voie. Parce que moi, quand je fais mes cultures, il y a du glucose, elle n'a pas besoin de surexprimer cette voie-là, alors qu'il n'y a même pas d'acide oléique dans le milieu. Et en fait, une des réponses, ça pourrait être que si on regarde la structure de l'acide oléique et la structure du phytoène, on se dit qu'une des solutions, ça serait que le phytoène prend le rôle de l'acide oléique à l'intérieur de la cellule et va pouvoir se lier de lui-même à PIP2. Parce qu'il faut savoir que dans la cellule, toutes les molécules de phytoène vont avoir cette conformation, notamment au niveau de cette double liaison qui va être Z. Et c'est aussi exactement le cas de l'acide oléique qui n'est assimilable que quand il est sous forme Z. Donc l'hypothèse qu'on a en ce moment, c'est qu'en fait, quand une cellule produit du phytoène, donc un caroténoïde, sans le vouloir ou par coïncidence, en fait, elle va jouer le rôle de l'acide oléique, se lier à PIP2 et surexprimer cette voie de la bêta-oxydation alors que la cellule n'en a absolument pas besoin. Donc, pour essayer de démontrer ce résultat et de voir si ça fait vraiment sens, on est en train de faire les dernières manips où on essaye de mesurer les niveaux d'acétyl-CoA et d'acide gras à l'intérieur de la cellule. Bon, c'est un peu compliqué parce que l'acétyl-CoA, on peut le mesurer que sur toute la cellule et pas dans les compartiments. Et donc, ça reste d'être un peu compliqué, mais par contre, mesurer les acides gras, ça pourrait être très intéressant. On est aussi en train de faire des analyses PCR pour approfondir les résultats. Et j'ai construit un grand set d'élétants en fait, qui n'ont pas PIP2 ou POX ou SPS pour voir si dans ces délétants, est-ce que les concentrations de phytoène sont plus fortes ou plus faibles et quelle sera la réponse à ce moment-là transcriptologique. Et puis aussi, là, tout ce que je vous ai montré, c'était pour un enzyme, CRTB, pour la production de phytoène. Et les caroténides, il y en a plein, les enzymes, donc potentiellement, il y a énormément de recherches à continuer là-dedans. Donc voilà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont permis ce travail possible ici à Montpellier, donc notamment Virginie, Carole et Thibaut. Le projet avait été monté par Sylvie, et aussi Martine qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est travail de labo. Et puis le projet, en fait, il a été en collaboration notamment avec Gilles, qui était le porteur de projet. Donc deux labos du LSPB à Toulouse et un labo à Grenoble. Merci.